Là ça enregistre. Parfois j'oublie d'allumer le micro comme un con. Et je me mets comme ça, je fais bonjour, c'est Eric Beau, je suis en Thaïlande. Même pas l'objectif, tu regardes ce suffit. Le café est prêt. Voilà, une cuillère de café, une cuillère de riz coréen, un tout petit peu de sucre, hein, et surtout pas de sel. C'est pas mauvais ça. Aujourd'hui on va parler de vous, enfin de l'un d'entre vous, Christophe, membre de la méthode Cramp. Elle est bien mon intro. Et après tu regardes, non? Non, elle est bien mon intro. Fais toujours un intro comme ça, tac. Bah oui. Bonjour Christophe. Bonjour Cédric. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Ton histoire, qui tu es? Donc moi je m'appelle Christophe, donc je suis un Normand, j'habite sur la côte ouest Normandie et j'ai fait le choix de tout plaquer en France et de venir vivre en Thaïlande. Je suis arrivé ici, j'ai commencé à faire quelques voyages ici dans le nord de la Thaïlande surtout pour me rapprocher un peu plus vers le sud. J'avais beaucoup de temps libre et je me suis dit il va falloir que je comble ce vide quand même parce qu'aller à la plage tous les jours c'est pas marrant tous les jours. Hein. C'est la vie dure. Et j'avais envie de me mettre soit au thaï, soit au chinois, je savais pas trop. Donc il fallait que je me mette à une langue. J'avais absolument envie, et puis surtout pour faire travailler un peu sa mémoire, parce que quand on est en vacances tous les jours, on pourrait avoir le cerveau qui ramollit un peu. Donc je voulais éviter tout ça. J'avais envie de faire travailler les ménages. Donc voilà, je suis arrivé en Thaïlande et j'ai décidé de me mettre au chinois. Donc du coup, là tu nous as dit, je sais pas si ça filme ou pas, on s'en fout. Tu nous as dit, tu avais le choix entre le thaï ou une autre langue. Pourquoi est-ce que tu t'es mis au chinois? Oui, il y a des temps en Thaïlande, j'aurais pu me mettre au thaï, et puis je me suis mis au chinois. Donc ça a mis un certain temps avant que je me décide. En fait, je me suis rendu compte qu'avec mon anglais, mon niveau d'anglais, j'arrivais parfaitement à converger avec les citoyens thaïlandais. J'ai mis un bout de temps avant de me décider, et puis après une longue réflexion, et surtout après être allé en Chine, au bout du deuxième mois que j'étais arrivé en Thaïlande, je suis parti en Chine à Chengdu pendant un mois. Et puis ici en Thaïlande, surtout dans le nord de la Thaïlande, il y a beaucoup de temples chinois, il y a beaucoup de tribus qui sont originaires de la Chine, donc il y a beaucoup de petits villages où on aperçoit sur les murs des caractères chinois. Enfin bon, la Chine m'a semblé énormément présente dans le nord de la Thaïlande. Et puis donc j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait des caractères chinois partout, dans les temples, dans les maisons. Il y a même certains villages dans le nord de la Thaïlande où j'ai vu des cours de chinois donnés aux enfants comme ça, à ciel ouvert, donc c'est incroyable. Et puis voilà, il y avait un grand mystère en ce qui me concerne et concernant les caractères chinois. Je voulais lever ce grand mystère. Il y a une grosse curiosité et je voulais savoir comment est-ce qu'ils arrivaient à pouvoir converger avec ces caractères, ces dessins. C'était pour moi c'est vraiment un grand brouillard. C'était joli, mais c'était juste joli. Hein. Je ne peux pas deviner quoi que ce soit derrière tout ça. Donc j'ai eu envie, simplement la curiosité de me dire, voilà, il faut que je comprenne ce que ça veut dire, il faut que j'arrive à lire, il faut que j'arrive à essayer de comprendre comment on peut dialoguer, comment on peut écrire, se faire comprendre avec ces fameux caractères chinois. Donc ça a été un grand mystère, je ne savais pas si j'allais pouvoir y arriver, mais je me suis dit, on va trouver un moyen, et on va essayer. Et puis si c'est trop difficile, si j'y arrive pas, j'arrête. Et puis voilà, si ça me plaît, je continue. J'ai pas fait ça pour une raison professionnelle, j'ai pas fait ça pour aucune autre raison de plan de travail en Chine ou quoi que ce soit. Je l'ai fait juste pour le plaisir d'apprendre le chinois parce que les caractères me plaisent. Du coup, donc tu t'es décidé à te lancer dans le chinois. Mais ici, par exemple, en Thaïlande, il y a énormément d'écoles de langue. Tu aurais pu faire des cours dans une école de langue, ou tu aurais pu choisir n'importe quelle méthode, ou faire en autodidacte avec Assimil, etc. Pourquoi est-ce que tu as choisi la méthode Cramp?
Disons, effectivement, j'étais à la recherche d'une méthode et je ne savais pas trop justement si j'allais rentrer dans une école. J'en avais éventuellement la possibilité ou s'il était mieux peut-être de trouver sur Internet un moyen de pouvoir suivre des cours. Ce qui me semblait le plus facile pour moi, dans le sens où sur Internet, voilà, on y accède quand on a envie d'y accéder, si on a quelque chose à faire, si on a un voyage à faire, voilà, on n'a pas besoin d'être archi ponctuel, quoi. Donc pour moi, c'était la liberté avant tout de pouvoir avancer dans ces cours à la vitesse à laquelle je voulais, quoi. Donc maîtriser son temps et son travail, voilà. On peut apprendre le chinois en 1 an et demi, on peut l'apprendre en 6 ans. Moi, je ne sais pas à quelle vitesse j'ai envie de l'apprendre quand je démarre, donc je voulais quelque chose où je puisse me sentir libre. Donc voilà, je suis allé sur Internet, j'ai regardé un petit peu ce qui se proposait, et puis j'ai trouvé différentes méthodes. J'ai regardé, j'ai passé des journées, 1, 2, 3, et puis voilà, un jour, voilà, je suis tombé sur la méthode Cramp. Donc j'ai vu Cédric se présenter et puis parler de ses cours et j'ai tout de suite accroché parce que le discours était à ma portée. C'était simple, c'était ludique, voilà, je ne sais pas comment dire, mais moi ça m'a donné confiance. Je me suis dit voilà, je pense que ça c'est peut-être fait pour moi. Ça m'a pas l'air trop sérieux. Il n'a pas l'air de trop... La méthode ne m'a pas semblé trop complexe. La manière dont il en parlait, dont il abordait les choses, ça me semblait abordable en ce qui me concerne. Donc voilà, j'ai décidé, je me suis dit tiens, on va essayer cette méthode. Et j'ai d'abord envoyé des mails à Cédric, j'ai demandé des renseignements, comment ça se passe. Donc j'ai eu les explications dont j'avais besoin. Et voilà, je me suis lancé donc il y a 3 ans. Dans ton apprentissage, donc sur ces 3 années que tu as passé avec la méthode Cramp, à regarder et à re-regarder, donc à première vue, les cours de la méthode Cramp, quels ont été tes succès, quels ont été tes échecs, et ces échecs, qu'est-ce que tu peux faire pour les améliorer? Voilà, donc j'ai commencé il y a 3 ans la méthode Cramp, j'ai démarré donc avec le HSK1 bien sûr, et comme la méthode le proposait, en 1 an et demi, on pouvait atteindre le niveau HSK4. Donc j'ai fait un petit calcul dans ma tête. Je me suis dit, il faut qu'en 3-4 mois, voilà, j'arrive à passer le HSK1. Donc le HSK1, bon, c'est pas trop compliqué, c'est basique, mais bon, tout est important, hein. Je l'ai travaillé correctement, bien. Et au bout de 3 mois, je me suis inscrit donc à l'université de Chiang Mai, au Confucius Center, et j'ai passé mon examen avec des petits étudiants, c'était sympa. Et voilà, je l'ai décroché, je l'ai eu. Donc tout de suite, ça m'a mis en confiance, évidemment. Je me rendais compte en même temps qu'il y avait encore du travail pour aller au-delà du HSK1, et j'ai démarré tout de suite le HSK2. Et le HSK2, j'ai voulu faire un petit peu comme le HSK1, sauf qu'il y a un peu plus de travail, et je l'ai passé un peu trop vite. J'étais pas mûr, j'étais pas prêt. Donc j'ai été collé pour 3 fois rien, quoi. Je pense qu'il faut normalement avoir 60%. 50%, voilà. 60%, j'étais à 58. Okay. Donc je l'ai pas eu de justesse. Et tant mieux, parce que si je l'avais eu de justesse, j'aurais pas fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire un retour en arrière. Donc, avant de repasser mon HSK2 pour la 2e fois, j'ai décidé de repartir à la leçon 1 et de remonter jusque là où j'en suis, de façon à faire une révision et un apprentissage vraiment approfondi. Bien assurer les bases, quoi. Voilà. Et 8 mois plus tard, j'ai repassé mon HSK2 que j'ai eu avec une note de 16/20. Donc ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré. Je me suis dit, apparemment le chinois, ça pourrait être possible pour moi. Mais il me reste encore 2 niveaux. 2 niveaux pour parler couramment, mais tu as déjà validé des bases. Voilà. Parce que ça, c'est important quand même, parce que tu nous dis, le niveau HSK1, c'était facile. Il y a les gens qui n'ont pas encore commencé le chinois, ils se disent c'est complètement impossible d'apprendre le chinois. Et là, tu nous dis le HSK1, c'est facile. Pourquoi c'était facile? C'était facile parce qu'il suffit simplement d'écouter ce qu'on dit, quoi. La méthode, elle sert à ça. C'est pas à partir dans tous les sens. C'est que voilà, il y a un début et il y a une fin. Et si on suit la trajectoire et qu'on fait son travail, ses écritures,
c'est comme tout à l'école, je veux dire, tout le monde est allé à l'école, a appris ses récitations, ses tables de multiplication. Si on travaille, on le sait. Si on travaille pas, on le sait pas. Voilà. Je suis pas une grosse tête. Je suis quelqu'un de normal. Je pense être dans la moyenne. Et voilà. Et j'ai réussi mon HSK1 et j'ai eu 16 à mon HSK2. Et maintenant, je travaille pour atteindre le niveau 3, avant le niveau 4. Je voudrais reparler du fait, leur faire comprendre qu'il faut suivre la méthode, mais c'est bien d'être autodidacte, mais j'ai voulu trop apprendre de nouveaux caractères. Bah dis-leur. Voilà. Dis-leur, on mettra cette séquence et puis j'ai envie de leur dire que... Bah, dis-leur, mais je l'ai dit. Vas-y. Donc, qu'est-ce que tu entends par là? Donc, t'as voulu apprendre trop de caractères en complément de ce qui est recommandé pour avoir le niveau courant. Voilà, exactement. C'est-à-dire de ma propre initiative, en connaissant un caractère puis un autre, je me suis aperçu dans mon dictionnaire, quand je fais une recherche sur je vois, Cédric nous amène un nouveau caractère donc, lors d'une leçon, si je mets ce caractère-là dans le dictionnaire en ligne, qui est très bien, bref, il faut que je recommence. Donc oui, on s'arrête à qui est très bien. Quand tu le mets dans le dictionnaire en ligne. Donc je le mets dans le dictionnaire en ligne. Et là, je m'aperçois que tiens, ce nouveau caractère, combiné avec celui-ci que je connais déjà, ou avec celui-ci que je connais déjà, m'amène un autre mot, ou un autre mot, ou un autre mot. Donc en fait, au lieu de me contenter des caractères et des assemblements de caractères pour faire des mots qui sont en général de 2 caractères nouveaux à chaque leçon, au lieu de me contenter du programme, je me suis mis à la recherche de combinaisons de caractères pour faire des nouveaux mots, mais qui sont pas dans le niveau dans lequel je suis, mais juste parce que j'étais curieux, j'avais envie de savoir, et je voulais les garder. Voilà. Donc j'en ai accumulé. Et quand on arrive à la fin du HSK2, normalement, on devrait avoir 300 mots. Environ 300 mots dans son système Anki, qui est un système en ligne qui sert à faire la répétition espacée pour mémoriser les caractères. Et moi, j'en étais arrivé à plus de 12 000. Donc, effectivement, j'étais bien au-delà de ce qui était prévu, quoi. Donc le travail a été d'autant plus difficile pour moi. Je me suis surchargé en travail, à apprendre des caractères qui n'étaient pas prévus au niveau où je suis. Donc ça a été intéressant pour moi, mais je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je mollisse un peu et puis que je me contente des cours si je veux rapidement bientôt passer mon HSK3, parce que ça m'a fait perdre du temps de faire ce travail-là. Et qui plus est, ce qui est un petit peu dangereux, je pense, en faisant ce genre de système, c'est que pour chaque niveau, on apprend des nouveaux caractères, on apprend des nouveaux mots, on met ça sur Anki, donc ce système à répétition espacée, on travaille tous les jours. On choisit son nombre de flashcards tous les jours en fonction du travail que l'on veut fournir, donc 30-40 mots, moi c'est ce que j'avais choisi, ça met à peu près une petite demi-heure pour travailler chaque jour, en ce qui concerne le travail de répétition. Mais le problème, c'est que si au lieu d'avoir 300 mots dans son système et qu'on en a 1200, on ne peut pas avoir un renouvellement suffisamment rapide des caractères que l'on a mal appris la veille pour les avoir juste le lendemain et les apprendre au bon moment. Ils arriveront beaucoup trop tard parce que j'ai trop de caractères en réserve. Donc là, j'en suis arrivé à me dire, ok, donc ma source Anki, pour l'instant, je vais la mettre en veille. Et Cédric m'a dit, je vais te redonner le vocabulaire nécessaire concernant les HSK 1, 2, 3 et 4. Comme ça, aujourd'hui, je redémarre à la leçon, j'en suis à la moitié du HSK 3. Mais je vais travailler uniquement les caractères que Cédric aura conseillé d'apprendre pour le niveau HSK3 et pas N+. Comme ça, pas de perte de temps, ma mémoire n'est pas encombrée et j'ai plus de chances de trouver des caractères lors de l'examen qui sont dans cette liste de caractères concernant le HSK3, plus que tous ces caractères qui seront jamais dans le HSK3 et qui sont les 12 000 que j'ai là dans mon Anki primaire. Donc voilà. C'est pas que dans l'examen, dans la vie courante aussi. Et dans la vie courante. Parce que les examens, les niveaux HSK1, HSK2, HSK3, HSK4, c'est vraiment pour atteindre un niveau courant. Voilà. Donc du coup, maintenant, tu vas pouvoir te concentrer sur des choses que les gens utilisent plus fréquemment. La fréquence, c'est quelque chose qui est tient beaucoup à cœur. Et c'est ça qui est important. Alors, en fait, cet échec,
tu nous dis d'avoir appris trop de caractères, c'est par passion, tu t'es passionné par cette curiosité que tu avais des caractères. Ça va quand même être intéressant pour toi. Déjà, tu as pris plaisir, à première vue, de tout mettre ça dans Anki et de les découvrir. Et après, bon, à l'écrit et à la lecture, du coup, tu dois avoir quand même beaucoup de facilité. Ah oui, là, je me sens très à l'aise à la lecture et effectivement, il y a beaucoup de caractères que je comprends aujourd'hui qui me servent pas à grand chose, mais je pense que c'est pas du temps de perdu, ça me servira plus tard. Donc c'est de côté. Je prends plaisir à les réviser de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, mais pour passer les examens, pour avoir une base de langage courant, il faut, je pense que je me consacre juste à travailler sur les caractères les plus courants, qui sont ceux qui sont inscrits entre le HSK1 et le HSK4. Effectivement. Voilà. D'ailleurs, je remettrai les HSK1, HSK2, HSK3, HSK4, les decks Anki, dont on va reparler juste après, dans la description de cette vidéo. Alors Christophe est parti chercher sa pile d'écriture pour vous montrer un petit peu à quel point il s'est passionné pour l'écrit du chinois, vous allez voir ça. T'as trouvé? Ouais. Voilà. Ça en fait des caractères, ça. Ça en fait pas mal. Recto verso, hein. Et ce qui est génial, c'est quand on voit tes photos sur Facebook aussi, t'es sur le bord de la mer, ça va le chien? Je suis au bord de la mer en train d'écrire. Regarde, c'est pas magnifique ça. Truc de malade. J'aime bien écrire. Là. La passion. Donc c'est vraiment important de rappeler que ça te passionne, quoi. Voilà. T'as pris du plaisir à faire ça et c'est vraiment aussi un des points, parce qu'il y a effectivement des gens qui font la méthode Cramp, j'en ai parlé il y a pas longtemps, en 10 mois, pour se reconvertir professionnellement. Toi, tu as vraiment fait ça par passion. Par passion, voilà. Donc moi, je prends mon temps, je suis au bord de la piscine, j'ai mon check à côté de moi et je bosse mes cours en écoutant de la musique, en général du blues. Parce que je sais pas, chacun bosse à sa façon. Moi, il faut qu'il y ait une petite musique de fond. Ça m'aide beaucoup plus à retenir et à travailler tranquillement comme ça là. Donc voilà. Alors ensuite, je voulais évoquer avec toi les outils. Là, tu viens de parler donc de Anki plusieurs fois. Oui. Anki. Alors pour ceux qui connaissent pas, là aussi, je vais mettre plein de ressources en dessous de la vidéo, avec donc notamment une vidéo qui explique ce que c'est Anki et une autre vidéo sur comment l'utiliser. Voilà. Je mettrai aussi un équivalent qui s'appelle Scritter, que toi tu n'utilises pas. Non. Et qui permet aussi de travailler l'écrit. Donc normalement on travaille sur le smartphone avec le doigt, mais si vous avez un stylet pour smartphone c'est beaucoup mieux, parce que comme ça on a la mémoire mécanique comme avec un stylo. C'est beaucoup mieux qu'avec le doigt. Moi j'ai pas de smartphone donc... Mais donc toi tu utilises Anki sur ton Mac. Anki sur mon Mac. Ça existe sur ordinateur, ça existe sur Mac, ça existe sur iPhone, ça existe sur téléphone Android. Je sais pas où est-ce qu'il est parti mon téléphone. Il est là? Ah ok, merci. Donc, c'est pas grave, ça va. On fait comme à la maison de toute façon. Alors, donc toi, Anki. Ouais. Si tu devais présenter le logiciel Anki brièvement. Anki, voilà, on a un nouveau caractère, ou un nouveau mot, donc une combinaison de 2 caractères. On veut les retenir parce que ça fait partie du programme. Eh ben, on les rentre dans Anki, dans ce système à répétition espacée. Et ça veut dire que ce soir, quand j'ai fini mes cours, j'éteins mon Anki, j'éteins mon ordinateur, je vais me coucher, le lendemain, je redémarre ma séance de Anki et je commence par faire une révision des caractères appris depuis le début. Et lui, Anki, va faire le travail tout seul et va savoir, en fonction de la qualité de la réponse que j'aurai apportée, il y a le choix entre 3... Ouais, soit je sais pas du tout, soit c'est difficile, voilà. Soit c'est correct, soit c'est facile. Soit c'est facile. Il y a 4 choix. Et en fonction de la qualité de la réponse, il va savoir les amener dans le futur. Et un espace-temps bien précis, ça a été calculé par des... Ouais, c'est une méthode qui a été faite par je sais plus quel polyglotte. Ouais. Et donc il va décider, pour les trucs qui sont difficiles pour toi, il va te les remettre plus vite en révision. Voilà. Et les trucs qui sont faciles, il va les mettre plus loin. Comme ça, tu as besoin de travailler beaucoup tous les jours, mais moins tu travailles efficacement. Pour la mémorisation, voilà, pour la mémoire, ça marche pour tout, hein, pas pour le chinois. C'est génial. Donc voilà, ça sert à ça. Et c'est un super outil. C'est un super outil. Voilà, il y a aussi, donc, on travaille avec les dictionnaires en ligne. Hein, comment s'appelle ce dictionnaire en ligne? Sur Chine Information, Chine Voilà, Nouvelle. Chine Information, moi je trouve ça superbe. C'est absolument génial. C'est bien fait, c'est complet, on trouve tout ce qu'on veut. Et par contre, le dictionnaire en ligne, c'est bien, mais moi, ce que je conseille à beaucoup, hein, c'est de se procurer
Dictionnaire papier. Des dictionnaires papier, parce que le dictionnaire papier, c'est quand même génial. Donc celui-là, ou celui-là qui est plus ancien. Autofocus. C'est bon. Et ils étaient focus. Je crois que je vais pas l'acheter ton objectif. Ah, ça marche? Qu'est-ce que tu fais? Donc celui-là, je le présente? Vas-y, parle-nous de ce dictionnaire. Donc le premier dictionnaire, c'est 10 000 mots usuels. Ok, donc un dictionnaire classique français-chinois. Voilà, avec voilà. le pinyin. Avec le pinyin, c'est... Le au fond, c'est bien ça, à Paris. Voilà, je crois même que c'est ta méthode qui me l'avait conseillé. Ouais, moi je vous conseille des simples. Il y a aussi un petit bleu aussi qui est bien, qu'on trouve dans toutes les librairies, à la Fnac, au Fur, etc. Pour tout le vocabulaire courant, c'est bon. D'accord, donc tu verras ça. Et puis celui-là que j'ai trouvé, c'est un vieux dictionnaire. Hein. Les pages sont jaunies, mais je trouve qu'il est intéressant. J'ai trouvé ça à Chiang Mai, dans une bibliothèque. Donc peu importe. Ce qui est bien, c'est de travailler avec le papier, d'apprendre à faire des recherches avec les clés. J'avais fait une vidéo là-dessus, je mettrai le lien dans la description aussi. Yes. Donc, pour commencer à trouver un caractère, on va aller chercher ça dans un tableau comme ça. On va commencer à chercher la clé. Et ensuite, à partir de la clé, on va chercher le caractère qui nous intéresse. Voilà, en fonction de la clé, du nombre de traits qu'il y a dans le caractère. Et du nombre de traits qui t'indique la page dans le dictionnaire pour le trouver. Exactement. Voilà. Quand même. Bravo Cédric. Ok. Qu'est-ce que tu utilises d'autre comme outil? Rien d'autre? Rien d'autre? Non? Alors qu'est-ce que tu devrais utiliser d'autre comme outil? Parce que là par exemple tu as une avance considérable, tu connais des caractères et des mots qui sont du HSK4 voire HSK5, mais à l'oral, compréhension orale, expression orale, du coup t'es un peu en retard par rapport à tes compétences à l'écrit. Voilà, je pense qu'il faudrait que je passe un peu plus de temps dans la rue ici, hein, puisqu'il y a pas mal de Chinois qui visitent la Thaïlande, à essayer d'approcher des Chinois et à passer un peu plus de temps à discuter avec eux, voire même j'ai prévu après le HSK3 d'entreprendre un voyage en Chine, un deuxième voyage en Chine, pour mettre en pratique un petit peu tout ce que j'aurais travaillé en cours écrit. Ok, donc pratiquer. Mais la pratique orale est hyper importante, parce qu'on a beau être champion de l'écriture, comprendre ce qu'on lit, ça moi j'ai aucun problème là-dessus, mais parler ça devient une autre histoire. Quand à un moment donné on cherche des caractères pour imaginer une expression, quelque chose qu'on a envie de dire, là c'est une autre histoire. Je pense que c'est là le plus dur du travail. Hein. Donc la pratique orale est hyper importante. Ok. Donc pour ça, moi je te recommande donc WeChat sur smartphone. D'accord. Quand tu auras un smartphone. Ouais. Il y a Italki aussi. Tu peux aller sur internet et regarder Italki. C'est italki.com. D'accord. C'est ce que je recommandais à David hier aussi. Et là tu peux échanger avec des étudiants, avec des profs. Ils te font payer ça 1 à 5 € de l'heure, je crois. Et tu parles, quoi, ils te corrigent la prononciation, etc. Ou aller faire un tour à Chinatown quand on habite à Paris, quand on habite à New York ou quand on habite à Bangkok. On a tous un Chinatown quelque part. Voilà, on peut toujours trouver des... Et en France aussi, on a beaucoup d'associations, Café des langues et tout ça. Tout à fait. Regardez dans sa ville, en fait, tu vas à la mairie, tu demandes une liste des associations et tu trouves plein de trucs aussi. Trouver des partenaires pour échanger. Et puis les étudiants, que ce soit les étudiants ou même les nouveaux voyageurs chinois, on en trouve de plus en plus un peu partout quand même. Donc il faut que j'appuie là-dessus. Il faut que je travaille là-dessus. Voilà. C'est bien de le dire, il faut aussi dire les points faibles. Tout à fait. Ok. Alors Kamoti, qu'est-ce qui est mignon? Il est joli mon chat. La gueule ici. Il est tombé où? Ici, elle essaie de monter sur ça, elle glisse entre le carton et le rebord là. Oh, tu as trop mangé, hein. Tu sais, l'autre gars là qui a fait la méthode crampe en 10 mois, il a fait ça. Il a utilisé WeChat pour parler avec des gens. Il a utilisé Scritter pour réviser, répétition espacée. Et c'est tout. Waouh. C'est tout. Hein. Donc toi, tout ce qui te manque en fait, c'est vraiment quelqu'un pour pratiquer. Ah ouais, du coup, je trouve une copine chinoise. Ça marche aussi. Alors, voilà, conclusion, ça serait, c'est souvent ce que je fais dans les interviews comme ça, ou quand interview, c'est pas vraiment une interview, mais bon, non. Quand je demande à quelqu'un de parler de son expérience, de raconter un petit peu son histoire. Interview quand même. Bon, interview. Bon, écoute, tu me coupes là. C'est quelle serait ta meilleure recommandation pour un apprenant, ou quel serait ton meilleur conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer? Au choix, soit pour quelqu'un qui apprend déjà, ou pour quelqu'un qui aimerait se lancer, ou les deux.
Qu'est-ce que tu leur dirais là comme ça maintenant tout de suite? Je vais rajouter de la lumière. Il est sombre là. Ah, c'est mieux. Mais disons que moi, la connaissant un petit peu plus le problème, qui n'est pas un problème, mais connaissant un petit peu plus le chinois aujourd'hui, je me suis rendu compte que la méthode Cramp m'a beaucoup aidé. Ça, c'est absolument clair parce que on apprend l'étymologie des caractères. Et ça, c'est hyper important parce que apprendre un caractère juste comme ça en visuel et de se dire, voilà, il faut que j'apprenne par cœur ce que je vois, ça veut dire ça image ça. Ben, c'est facile si on a 5 caractères à apprendre. Mais si on arrive à 300, 400, 500 caractères ou 600 ou 1200 ou HSK4, je pense que ça deviendrait très difficile. Alors qu'un caractère, il est composé de clés, de composantes, et si on apprend l'étymologie et la formation des caractères dans le temps et leur transformation, ça aide énormément à la mémorisation. Ça c'est clair, c'est sûr. Donc la méthode Cramp pour ça est superbe et ça se passe en douceur et on travaille à la vitesse qu'on veut, on reçoit les leçons à la maison, on les stocke quelque part sur son ordi, on retourne sur les problèmes, des sujets précédents à n'importe quel moment si on en a envie. S'il y a un caractère on sent qu'il y a un problème, eh ben on retourne sur la leçon de ce caractère-là, on refait la leçon, ça dure 10 minutes et paf, on éclaircit les choses, quoi, voilà. Donc tu recommanderais à ces personnes de bosser sur l'étymologie des caractères? Sur l'étymologie des caractères, c'est très forcément avec la méthode Cramp, hein. Oui, mais bon, moi c'est celle que j'ai choisie. Mais ça aide énormément, c'est pas mal. Ok. Étymologie. On a tout dit? Ouais. Tout ce qu'on avait envie de dire. Ou s'il y a un truc que j'ai mal fait, on peut recommencer, hein? Non, on recommence pas. C'est comme ça. Tu fais ton montage après. Voilà. Nature, voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bon? Super! Tu finis mon café déjà? Ah oui, on en a encore.